intrépide, drôle, puissante, impromptue, tel était Michel Rivasi, qui nous a quittés cette semaine. Quand on a décidé évidemment de rendre cet hommage, je me suis dit, ça va être très difficile, tu vas sûrement pleurer. Et je me suis dit qu'il faut pleurer, entre nous, pour célébrer celles et ceux qui ont porté ces combats et qui font en somme ce que nous sommes aujourd'hui. L'écologie, c'est une famille exigeante, d'une pensée exigeante, de combats difficiles. Et c'est ce que faisait Michel. Michel, quand elle nous a quittés, elle avait fait la veille, la fête avec son équipe. Elle aimait bien faire la fête, Michel. Et elle a passé une très belle dernière soirée. Et le lendemain, elle devait partir en Tanzanie avec Claude Gruffat, que j'ai vu, encore pour mener ce combat. Le même type de combat qu'elle évoque en Martinique, en Guadeloupe, par rapport au chlordécone. Le même type de combat par rapport à l'opacité que veulent nous imposer les puissants. Et Michel, parmi plein d'autres choses, nous lègue quelque chose d'essentiel. Souvent, quand je l'accompagnais, quand on regardait son travail, quand on voyait en déplacement, quand on regardait sur les réseaux sociaux, vous savez, elle parlait à des citoyennes et des citoyens auxquels plus personne ne parle. Les oubliés, les invisibilisés, ceux qui voient bien qu'ils subissent des injustices, mais dont personne ne s'occupe. Je crois que s'il y a une chose, parmi plein d'autres, dont il faut se souvenir, c'est que l'écologie, ça doit être cela. C'est celles et ceux que personne n'écoute, que nous écoutons, à qui nous parlons, et au nom de qui nous nous battons. Michel, dans l'institution, elle ne s'est jamais laissée polir, jamais laissée endormir, parce qu'elle se rappelait fondamentalement pourquoi elle était là, pourquoi elle se battait. Et donc pour tout ça, merci beaucoup Michel, merci à toi. Bon, je vous préviens, ça va être un petit moment lecture, c'est la tâche qu'on m'a octroyée, mais je veux laisser les derniers mots, des mots sur Michel, à Michel. Vous savez, elle faisait des newsletters pour parler de son mandat, et elle venait d'achever un petit édito, je vous rassure, c'est assez court, mais qui, je pense, parle beaucoup de ce qu'elle était. De mes débuts en politique, en tant que député de la Drôme, jusqu'à mon combat au Parlement européen, ma détermination à défendre la transparence, l'accès aux données et le droit de savoir a été sans relâche. Il est temps pour moi de dresser, non sans une émotion nostalgique, le bilan de mon action au Parlement européen. Ces 15 années de lutte pour un monde plus transparent, plus durable et plus juste ont été remplies de combats ardus, de victoires significatives et de moments de frustration face à un système politique parfois trop corrompu par des intérêts privés. Je me suis battu pour les lanceurs d'alerte et les victimes de scandales sanitaires et environnementaux, car la vérité doit prévaloir sur les intérêts de quelques-uns. Mais ce combat n'a pas été sans obstacle, car je me suis heurté à l'obstination de ceux qui préfèrent protéger leurs profits plutôt que la santé de nos concitoyens. Aujourd'hui, alors que je quitte le Parlement européen après 3 mandats d'engagement acharné, je passe le relais à mes collègues députés pour qu'ils poursuivent mon combat avec détermination. Je leur demande de ne jamais oublier que nous sommes là pour représenter l'intérêt général et non pas les intérêts privés. Je tiens à vous remercier de tout cœur pour votre confiance et votre soutien pendant ces 15 années. Mon combat pour un monde meilleur ne s'arrête pas ici et je vous appelle à rester mobilisés pour défendre les causes qui nous tiennent à cœur. J'ai une pensée pour mon équipe, Tamar, Maxence, Tis, qui est là, et Camille.
Michel était une femme combattante de l'écologie qui fait partie d'une longue lignée de femmes qui ont compris, parfois avant d'autres, ce qui se jouait par rapport au risque de la chimie, de notre société de consommation, de cette société, cette civilisation dite moderne. Et donc, je vous avais prévenu, c'est le petit moment lecture du meeting, j'ai trouvé un texte qui fait écho au travail de Michel, mais qui est beaucoup plus ancien, mais que je vous propose de lire. Je m'assois pour être... C'est pas une lecture de 2 heures non plus. Fable pour demain. Il était une fois une petite ville au cœur de l'Amérique où toute vie semblait vivre en harmonie avec ce qui l'entourait. Cette ville était au centre d'un damier de ferme prospère, avec des champs de céréales et des coteaux de vergers, où, au printemps, des nuages blancs de fleurs flottaient au-dessus des champs verts. À l'automne, érables, chênes et bouleaux formaient un incendie de couleurs qui brûlait et tremblait sur fond de pin. Les renards glapissaient dans les collines et les cerfs traversaient silencieusement les champs à demi visibles dans les brumes matinales de novembre. Le long des routes, les lauriers, les viornes, les aulnes, les hautes fougères et les fleurs sauvages enchantaient l'œil du voyageur presque toute l'année. Mais les bords des routes étaient beaux. Innombrables oiseaux venaient décorer les baies et les graines que les herbes sèches laissaient pointer au-dessus de la neige. La campagne était d'ailleurs réputée pour l'abondance et la variété de ses oiseaux. Et lorsque les flots de migrateurs déferlaient au printemps et à l'automne, les gens accouraient de très loin pour les observer. Des pêcheurs venaient aussi, attirés par les ruisseaux, dont l'eau claire et fraîche descendait des collines, cherchant les trous ombreux affectionnés par les truites. Ainsi allaient les choses, depuis les jours lointains où les premiers pionniers avaient édifié leurs maisons, creusé leurs puits et construit leurs granges. Et puis, un mal étrange s'insinua dans le pays, et tout commença à changer. Un mauvais sort s'était installé dans la communauté. De mystérieuses maladies décimèrent les basses-cours. Le gros bétail et les moutons dépérirent et moururent. Partout s'étendit l'ombre de la mort. Les fermiers déplorèrent de nombreux malades dans leurs familles. En ville, les médecins étaient de plus en plus déconcertés par de nouvelles sortes de dégénérescences qui apparaissaient chez leurs patients. Il survint plusieurs morts soudaines et inexpliquées, pas seulement chez les adultes, mais aussi chez les enfants, frappés alors qu'ils étaient en train de jouer et qui mouraient en quelques heures. Il y avait un étrange silence dans l'air. Les oiseaux, par exemple, où étaient-ils passés? On se le demandait avec surprise et inquiétude. Ils ne venaient plus picorer dans la cour. Les quelques survivants paraissaient moribonds, ils tremblaient sans plus pouvoir voler. Ce fut un printemps sans voix. À l'aube, qui résonnait naguère du cœur des griffes, des colombes, des geais, des roitelets et de cent autres chanteurs, plus un son ne se faisait désormais. Le silence régnait sur les champs, les bois et les marais. Dans les fermes, les poules couvaient, mais les poussins cessaient d'éclore. Les fermiers se plaignirent de ne plus pouvoir élever de porcs. Les portées étaient faibles et les petits mouraient au bout de quelques jours. Les pommiers fleurirent, mais aucune abeille n'y venait butiner, et sans pollinisation, il n'y avait plus de fruits. Les bords des chemins naguère si charmants n'offrirent plus au regard qu'une végétation rousse et flétrie, comme si le feu y était passé. Eux aussi étaient silencieux, désertés de tout être vivant, même les ruisseaux étaient sans vie, les poissons morts et les pêcheurs partis. Dans les gouttières, entre les bardeaux des toits, des paillettes de poudre blanche demeuraient visibles. Quelques semaines plus tôt, c'était tombé, comme de la neige sur les toits et les pelouses, sur les champs et les ruisseaux. Aucune sorcellerie, aucune guerre n'avait étouffé la renaissance de la vie dans ce monde sinistré. Les gens l'avaient fait eux-mêmes. Cette ville n'existe pas, mais elle aurait facilement 1 millier d'équivalents aux États-Unis ou n'importe où dans le monde. Je ne connais aucun endroit qui a fait l'expérience de tous les malheurs que je décris, et pourtant,
Chacun de ces désastres a réellement eu lieu quelque part. Et de nombreuses communautés bien réelles ont déjà souffert d'un certain nombre d'entre eux. Un effroyable spectre s'est insinué parmi nous sans que nous nous en rendions compte, et cette tragédie imaginaire pourrait aisément devenir une réalité brutale que nous connaîtrons tous. Qu'est-ce qui a déjà réduit au silence les voix du printemps dans d'innombrables villes américaines? Ce livre essaie de l'expliquer. Ce livre, c'est le livre de Rachel Carson, Printemps silencieux. Il est sorti en 1962, il y a 60 ans. Et si vous le lisez, vous verrez expliquer dedans tout ce qui nous arrive. Nous, les écologistes, nous ne faisons pas qu'écrire des livres, même si c'est essentiel. Des générations d'écologistes ont été inspirés par ce livre et bien d'autres qui ont été écrits pour se dire que non seulement nous devons décrire ce qui nous arrive, mais nous devons agir pour que cela n'arrive plus. Nous ne voulons plus de printemps silencieux. Nous voulons le son de la vie. Et c'est à cela que sert notre engagement et nos engagements communs. L'Europe est l'horizon qui peut remettre à l'endroit un monde qui est devenu fou. Et je veux vous dire ma fierté d'être sur cette liste, d'être parmi vous, avec vous, pour porter la campagne d'une autre femme qui, après Rachel Carson, après Michel Rivasi, va, je l'espère, transformer le monde. Et donc, bravo Marie Toussaint. Faisons cette campagne. On compte sur vous.